Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN. À Montréal, un monument controversé détruit pendant une manifestation. Il était ouvert à discuter. Les tensions à la Rivière-Moisie apaisées. Ce que j'ai vraiment appris et retenu, c'est le respect de l'animal. Et en entrevue, comment le chef vedette Chuck Hughes a appris les traditions culinaires autochtones. Oui, bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La statue de John A. Macdonald à Montréal n'est plus. La statue a été renversée et décapitée pendant une manifestation antipolicière en fin de semaine. Juste avant 15 heures samedi, la statue a été renversée par des manifestants. Selon le service de police de la ville de Montréal, aucun suspect n'a été arrêté. Les actions des démonstrateurs ont été fortement critiquées par la mairesse Valérie Plante. La statue est maintenant sous la garde d'art public à Montréal. Au début de l'été, nous vous avions présenté un reportage sur la Rivière-Moisie au Meshtehibou, située dans la communauté de Uashat-Makmaliutenam. Il y avait alors une crise entre les utilisateurs autochtones et allochtones de cette rivière. Maintenant, la tension s'est transformée en action politique. Voici le reportage que j'ai préparé pour vous contenant les mises à jour sur la gestion de la rivière. À un moment donné, OK, on va mettre une virgule à cette activité-là. Une mésentente qui perdure encore et toujours sur la Rivière-Moisie est la question du Club Adam. C'est une propriété américaine et régie par l'Association de la protection de la Rivière-Moisie. Pour Normand Ambroise, conseiller à ITUM et responsable du secteur de la protection du territoire, les relations semblent s'être améliorées. Il était ouvert à discuter, puis justement à essayer de trouver des solutions pour apaiser les tensions, puis finalement d'utiliser la rivière là, avec une certaine harmonie là, avec les autres utilisateurs. Quelques membres de la communauté ont bloqué le chemin au début de l'été et par le fait même l'accès à la rampe de mise à l'eau. Cela a forcé ITUM à négocier avec ses membres. Le membre du club Adams, qui avait été accusé d'intimidation, d'harcèlement et de conduite dangereuse sur la rivière, a été expulsé sur la décision du conseil d'administration de l'APRM. L'APRM, on veut travailler en collaboration avec ITUM pour travailler justement sur une politique là, sur le racisme. Contrer le racisme. Les Inuits possèdent déjà un code de pêche, mais maintenant, elle ne colle pas à la réalité car ils font face à un déclin drastique de saumon dans la Rivière-Moisie. Après des rencontres avec la population Innu, c'est ce qui a le plus ressorti, et l'interdiction de certaines pratiques dommageables pour la conservation du saumon. Mais la question demeure, comment les sanctions seront-ils imposées suite aux infractions? Ambroise dit qu'il en faut plus pour dissuader les contrevenants. Je dirais plus l'interdiction de l'accessibilité à des programmes ou services offerts par le Conseil. Et également, ça va être aussi la dénonciation auprès des autorités là, du gouvernement là, de la province. Ce que le projet de loi a de bon, c'est que, dans le fond, il permet une délégation. Le gouvernement du Québec peut déléguer son pouvoir de protection d'une réserve de biodiversité. Selon Maître Marie-Claude André-Grégoire, avocate, le gouvernement est en consultation pour modifier la loi du patrimoine naturel. En résumé, les réserves aquatiques, dont la Rivière-Moisie, qui possèdent ce statut, vont être transformées en réserves de biodiversité. Inutuegan Uashat-Makmaliutenam va déposer un mémoire pour commenter le projet de loi 46 et proposera un statut des parcs tribaux et des aires protégées et de conservation autochtone. Ambroise dit que les propriétaires du club Adams sont ouverts et que les discussions reprendront au mois de septembre. Sylvie Ambroise, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Erin O'Toole est le nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Il dit souhaiter un Canada plus fort et plus prospère.
mais ses points de vue sur les questions autochtones soulèvent déjà des préoccupations. Erin O'Toole affirme que l'extraction des ressources est essentielle à la prospérité économique. Cela fait partie de son programme de relance de l'économie autochtone. Elle considère que les barrages comme celui de Tiendinaga en février dernier sont illégaux. Un gouvernement O'Toole adopterait une loi qui criminaliserait le fait de bloquer un chemin de fer, un aéroport ou une grande route. M. O'Toole n'appuie pas non plus les mesures législatives visant à harmoniser les lois du Canada sur les principes de la Déclaration des Nations unies avec les droits des peuples autochtones. Au cours d'une récente séance d'information sur la santé dans le contexte de la COVID-19, Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a déclaré que les niveaux de stress et d'anxiété avaient augmenté pendant la pandémie. Dans cette optique, M. Miller a annoncé 82,5 millions de dollars en financement pour des services de soutien de santé mentale pour les Autochtones. Miller a utilisé la ligne d'aide, la ligne d'écoute espoir, pour démontrer le stress causé par la COVID-19. De janvier à avril 2019, les conseillers qui y travaillent ont reçu un peu plus de 3600 appels de personnes en crise. En réponse, le gouvernement canadien a annoncé un financement de 82,5 millions de dollars. Les sommes serviront à financer le counseling virtuel et à améliorer l'accès au traitement des dépendances et à élargir les services de santé communautaires. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. La semaine dernière, la Cour supérieure de l'Ontario s'est prononcée en faveur de la prolongation de 2 ordonnances judiciaires contre les défenseurs des terres des Six Nations à Calédonia, en Ontario. Plus tôt ce mois-ci, les défenseurs ont commencé à occuper un chantier de construction résidentielle sur ce qu'ils disent être des terres non cédées. Un juge a déjà accordé des injonctions temporaires pour tenter de mettre fin à l'occupation et au dernier barrage routier. Une avocate de la police provinciale de l'Ontario a affirmé qu'elle travaillait à un règlement pacifique. Mais si un tel règlement ne survient pas, les agents vont intervenir pour faire appliquer l'ordonnance. Au cours de l'audience, Jacqueline House de la Nation Haudenosaunee a tenté de lire une déclaration au nom des femmes des Six Nations. Mais le juge a mis fin à son discours parce qu'elle ne s'était pas inscrite à l'avance. Les défendeurs des terres estiment que le système judiciaire canadien n'est pas conçu pour répondre aux besoins des Premières Nations. Au retour, à Oka, un camp de protestation érigé sur des terres revendiquées. Restez là. Re-bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Les Mohawks de Kanesatake ont installé un camp sur un terrain revendiqué où la construction est en cours malgré les années d'objection. Le débat concernant ce développement résidentiel a commencé en 2017. Selon Hélène Gabriel, le développement en question a vendu au moins 7 nouveaux lots sur le site, où de nouvelles maisons sont construites. Gabriel et les membres de la communauté ont créé des affiches pour rappeler que le terrain est revendiqué. Une lettre récemment envoyée aux développeurs est sans réponse, dit-elle. Donc, le camp et les signes servent à affirmer leur souveraineté. It represents the bigger issue of land rights, not just for people in Kanesatake, but for our nation. As you saw in Six Nations, as you're seeing right across Canada, Indigenous people are fed up with having their rights trampled on, and the legal fallacies that Canada assumes sovereignty over our lands is problematic. There's no repudiation of the doctrine of discovery. Il y a 30 ans, cette semaine est survenu l'un des incidents les plus horribles de l'histoire contemporaine du Canada. Un convoi d'environ 70 véhicules transportant principalement des femmes, des personnes âgées et des enfants a quitté Kahnawake. Ces gens cherchaient à fuir l'armée canadienne qui approchait.
et la fin imminente de ce que l'on a appelé la crise d'Oka, mais ils sont rentrés dans une embuscade. Voici l'histoire racontée par ceux qui l'ont vécue. It's a long time ago, and to try to bring back the feelings, some things you want to forget. I was at the council office, and I was being told that there are plans for a group of people to leave the community. They're not warriors, nothing like that. It was just ordinary people who wanted to get away. You know, they said it's time, we'd like to go. I was on the bridge all summer. That's my second home. It was supposed to be peaceful, and they were supposed to be protected to go across. That haunts me to this day because I felt that I could have and should have prevented that somehow, some way. Because I know you can't trust those people. They had to come across the bridge, and they made them wait on the bridge for hours while the people built up at Whiskey Trench. They call it Whiskey Trench because Seagrams used to be all along that area. Radio stations in Montreal started talking about, you know, all these people leaving and that everybody should go there from all the, you know, from wherever in Montreal, whatever else, and hundreds of people showed up. The SQ knew it, the RCMP knew it, and they let them through. They said, okay, now it's time to go. And then they got stoned the hell out of them. This is what they threw at my father. This is what hit him in the chest. I'm gonna keep this, and I'm gonna remember those faces. She was driving with my mom and my dad in the car. My dad wasn't well. He was laying down in the back seat. And I guess that's why the rock hit him when it went through the window. It hit his chest because he was lying down. I remember she said, you know, the cars in front was like, don't stop, just keep going. You know, this is what she kept saying, don't stop, just keep going, please don't stop. How could people do that? You know, to women, children, and elderly. It was just unbelievable. We were watching it, yeah. Just everybody saw red. And it wasn't just light, it was dark red. We came to the point where a group of guys was going to go open fire. They actually got down with a vehicle a good long way. And half that crowd would have been on the ground. To us, it felt like a setup, you know, to let them go through and let the people stone them. And as they were being stoned, you watch, the police officers were laughing. They weren't doing anything. They didn't protect them, which is what they were supposed to do. You're damn right they could have done more. They could have let them through right away if they were if they really were sincere about allowing people to leave the community. So the police are just as much to blame as maybe more than anybody else. Because those people that were there were idiots. And the police knew that. I'd have to say my father never recovered fully from that time. Went into a very deep depression, very quiet, very to himself. As far as I'm concerned, there was an attempt to kill our people. That's what that was all about. Not just to say, you know, just to throw rocks at them. Injure, maim, kill. And, you know, that's what really upsets me. And like there was never any kind of real investigation. There was no kind of inquiry. People are still, to this day, I think they've been affected by that. The ones who were in those vehicles, going across, having that happen to them, you know, it's incredible. It's an incredible story that nobody wants to acknowledge. Everybody just wants to sweep that under the rug. You want to talk about looking back 25 years ago, you want to talk about incidents and things that happened, that's one of them, you know. And people now that are still around, still alive, they should be ashamed of themselves. Such a cowardly act. Never expected that. I mean, like I'm saying, I know there's racism out there, but I've never seen it to that, like a hatred toward our people, you know, to come out in that kind of violence.
Après la pause, nous recevons Chuck Hughes, un chef professionnel à la tête d'une nouvelle émission à APTN qui explore l'environnement culinaire traditionnel autochtone. Soyez là. Rebienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Notre invité cette semaine est un chef professionnel et une célébrité au Québec. Il est ici pour discuter de la diversité alimentaire au sein des Premières Nations du Canada. Il s'agit d'un sujet qu'il a exploré dans le cadre d'une nouvelle émission qui débutera sur APTN le 14 septembre 2020. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, 2,5 kg, 2 kilos. De la pêche au homard dans la baie des Chaleurs, à la chasse à l'orignal, dans des terres du Nouveau-Brunswick, à la chasse aux lagopèdes, au Nunavut, l'émission Chuck Hughes et la cuisine des premiers peuples amène le chef d'expérience dans les communautés autochtones du Canada pour apprendre des recettes traditionnelles et partager leurs connaissances ancestrales. T'es sûr que t'es pas autochtone? Merci d'être avec nous. Non, c'est moi qui te remercie. Comment pouvez-vous décrire le patrimoine culinaire autochtone? Oh, wow! En fait, c'est ce que j'ai appris dans cette émission-là, puis c'était le but, en fait, d'apprendre le patrimoine culinaire autochtone, évidemment ici au Québec, et puis dans le reste du Canada. Évidemment, c'était le but premier de mon voyage, mais évidemment, j'ai appris sur plus que juste la bouffe, la culture, sur les communautés autochtones en général aussi. Mais je te dirais que côté bouffe, la philosophie qui en ressort le plus, puis ce que j'ai vraiment appris et retenu, c'est le respect de l'animal. 100%. Pas juste comme... Je te donne un exemple. Moi, je travaille en restauration. Je reçois de la viande. Oui, je veux maximiser comment je veux utiliser la viande, mais je pense que dans la culture autochtone, c'est pas juste la viande, c'est les os pour peut-être faire un outil, la fourrure pour en faire du linge ou quoi que ce soit. Je pense là comme... je pense que c'est la vessie de certains animaux pour des médicaments. Fait que je pense que c'est ça. Moi pendant longtemps en cuisine, j'ai parlé d'utiliser tout l'animal, mais en fait, j'avais aucune idée de ce que ça voulait vraiment dire. Fait que je te dirais, en général, c'est vraiment le respect pour les aliments, mais en plus particulier, respect pour l'animal, puis de l'utiliser là, à 100%. Fait que ça, je pense que je te dirais, de la culture, ce que j'ai retenu le plus, c'est vraiment ça. Puis ça, je l'ai vu partout. Le respect des traditions, mais aussi le respect de l'animal à 100%. Avez-vous appris des nouvelles techniques culinaires? Des techniques culinaires, honnêtement, à chaque place où je suis allé, j'ai appris des techniques culinaires. Quand je peux penser dans l'Arctique, à Iqaluit, j'ai appris des techniques, pas nécessairement culinaires, mais de manger la viande comme on peut appeler quack, qui est semi-congelée, si on veut. C'est entre... j'avais jamais mangé comme ça. Fait que c'est des nouvelles choses que j'ai appris, évidemment. Comment je pourrais dire... au Newfoundland, évidemment, j'ai mangé de l'orignal. C'est pas quelque chose que je mangeais beaucoup. J'en avais déjà mangé, mais de la façon de le faire, la façon de l'apprêter, de le cuisiner, c'était quelque chose de totalement nouveau. Et puis ça, je peux le dire, partout, chaque communauté où je suis allé, j'ai appris quelque chose de nouveau. Qu'avez-vous apprécié le plus dans cette aventure que de parcourir les communautés? Tu sais, je pourrais dire que c'est une émission qui est venue un peu comme ça, parce que j'avais voyagé partout dans le monde. J'ai réalisé que je vais partout pour apprendre différentes cultures, mais d'un autre côté, je connais pas la culture autochtone dans ma province, dans mon pays, à côté de chez nous. Fait que c'était vraiment ça le but. Je te dirais que partout, j'ai vu, j'ai appris des techniques, j'ai adoré, mais je pense que c'est les gens avec qui
j'ai pu interagir, que ce soit un chasseur, un elder, un chef de la communauté, n'importe qui, je te dirais que je me suis fait des amis dans chaque communauté. On parle encore, on se texte encore, on communique encore. Fait que je te dirais, au-delà de toutes les techniques, tout ce que j'ai appris sur la culture, c'est les amitiés que j'ai fait avec tout le monde que j'ai rencontré dans les communautés, de Iqaluit à Gascapéguiac, vraiment un peu partout. Fait que je te dirais que c'est les gens qui ont rendu cette expérience-là encore plus riche, si on veut. Fait que c'est pour ça que je dis vraiment que ça a changé ma vie, parce que j'ignorais beaucoup de ces choses-là. Puis là, j'espère repartir encore là, quand tout ça va changer, pouvoir repartir pour apprendre encore plus. Il reste, même ici au Québec, j'ai pas découvert la moitié. Fait que je suis très excité de continuer mes voyages, si on veut. Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, l'automne arrive et les Autochtones pêchent, chassent et cueillent. Qu'en pensez-vous, surtout en temps de pandémie? Bien, je l'ai dit dans l'émission, je l'ai appris à travers mes voyages et avec les gens que j'ai rencontrés. Si on avait écouté les plus vieux, les Autochtones, les elders, qu'on appelle en français, je ne sais pas comment on dit, mais je pense qu'on ne serait pas où on est rendu aujourd'hui avec la planète. Si on écoute ces gens-là, de continuer les traditions, de faire les choses comme elles doivent être faites, un peu en saison, tu sais, comme là, c'est les bleuets, ben, d'aller ramasser le plus de bleuets pour pouvoir passer l'hiver, pour pouvoir... Fait que de vivre comme ça, nous, on le fait beaucoup dans les restaurants, parce qu'on va cuisiner en saison. C'est sûr que je suis pas nécessairement en train d'aller cueillir mes bleuets, mais je pense que de vivre comme ça, c'est de vraiment pouvoir apprécier ce que la nature nous donne, puis de manger toujours les aliments ou de les cueillir quand ils sont à leur meilleur, dans le fond. Fait que, oui, c'est une façon de faire. Toutes les communautés autochtones ont ça de génération en génération, mais je pense que si nous, on pouvait apprendre ces techniques-là puis vivre un peu plus comme ça, je pense que la planète serait peut-être moins dans le trouble, si on veut. Donc, de pouvoir vivre de la terre, je pense que c'est extrêmement important. Évidemment, en temps de pandémie, je pense que les gens maintenant vont peut-être aller plus vers ça. Je pense qu'on le voit même là, dans la société en général. Pour mes amis autochtones à qui je parle toujours, c'est un peu la tradition et le moyen de faire depuis toujours. Donc, je pense qu'on apprend de ça. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup appris de ça. Mais je pense qu'on s'en va de plus en plus vers ça, là. Merci. Je vous souhaite une belle première saison de Chuck et la cuisine des premiers peuples. Yamé. Merci beaucoup. Merci. Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.